Le bureau du chapitre Benin Society, exercice 2018-2020, association dont vous êtes le père fondateur, a décidé de vous rendre hommage au regard de votre immense contribution dans l'univers de l'Internet au Bénin, en Afrique et aussi dans le monde. Qu'est-ce que cette célébration aujourd'hui, 24 décembre, évoque pour vous? Je vous remercie beaucoup pour cette initiative qui a été prise sans que je sois vraiment informé. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, nous avons entrepris un certain nombre de choses sans nécessairement penser à une reconnaissance. Ça a été une sorte de mission, si vous voulez, que l'on a senti. Mais où j'avais eu déjà la chance, en France, de travailler un peu sur Internet. J'étais déjà en relation avec ceux qui travaillaient sur le protocole IP. Et j'ai eu la chance d'organiser un certain nombre de réunions, ce que nous appelions les samedis du développement à Libreville. Et donc, où j'ai mis au programme un atelier sur Internet. Et ça a été une surprise générale, parce que je me rappelle à ce moment-là que l'ambassadeur de France me disait, mais M. Dandino, c'est un peu de folie, vous parlez d'Internet en Afrique en 1994-95, alors que les Africains, même nous en France, bon, on ne fait pas grand-chose. Hein. Nous avons en ce moment-là, ils avaient le Minitel. Ils avaient le Minitel qui permettait justement de faire un peu de transactions. Et donc je me suis mis à lui démontrer pourquoi le Minitel va mourir de sa belle mort et pourquoi le protocole, n'est-ce pas, IP sera l'avenir. Et il ne me comprenait pas. Et je me suis dit, voilà, ça veut dire qu'il faut aller loin. Et donc, chaque année, j'organisais ces rencontres-là. Et petit à petit, je crois que ça a pris au Gabon. Et donc, moi, je me suis dit, donc, nous avons une mission. C'est-à-dire, il ne faut pas poursuivre tout ce qu'on nous amène. Nous avons une mission à remplir. Et donc, comment comprendre justement tout ce qui est autour du protocole, n'est-ce pas, IP, et surtout, comment faire pour que l'Afrique en bénéficie. Donc c'était la mission. Et donc on n'attendait rien vraiment. On voulait que l'Afrique soit partie prenante. Et la deuxième chose, c'est qu'en Genève, 1997, lorsque on parlait de ICANN, le gouvernement américain a voulu faire en sorte que l'Internet et la gestion, si vous voulez, des ressources critiques, n'est-ce pas, de l'Internet, ne soit pas seulement le fait d'une entité américaine, parce que c'était les entités américaines, parce qu'ils ont voulu ouvrir ça un peu à la communauté internationale. Ils ont eu des débats. Et il faut générer ce qu'on appelle les livres blancs. Le livre blanc, n'est-ce pas, pour voir comment est-ce que les ressources critiques de l'Internet pourraient être gérées désormais. Et dans la salle, je me rappelle toujours, à Genève, près de 700 et quelques personnes, il y avait deux points noirs. Deux Africains en fait. Donc il y avait le docteur Nikweno, que certains peut-être connaissent, nous l'appelons le père de l'Internet en Afrique. Il y avait moi. Nikweno, c'est un anglophone, donc c'est un Ghanéen, et moi je suis francophone. On ne s'était jamais vu. Mais lorsqu'on a vu tous les débats, tout ce qu'on disait, personne ne parlait de l'Afrique. On parlait de comment on va gérer l'Internet, on parlait d'un certain nombre de routes, on parlait de routage et autres là. Et à la fin, à la pause, comme ça, ben, on s'est approchés l'un de l'autre. Nikweno et moi, on s'est présentés. Et on s'est dit, mais au fait, ce dont il parle là, mais où est l'Afrique dans tout ça? Où est l'Afrique? Et ça a cimenté une certaine amitié entre nous deux, où nous nous sommes dit, mais nous devons réussir un certain nombre de choses. Et ça n'a pas été facile parce que lui, il est anglophone et moi, je suis francophone. Bon, moi, je parle aussi anglais. Lui, il ne parlait pas du tout français. Mais nous nous sommes convenus qu'il fallait faire quelque chose pour que l'Afrique aussi apparaisse. En tout cas, quand on parle de gestion de l'Internet, quand on parle de gestion des ressources critiques de l'Internet,
il fallait que l'Afrique aussi ait son mot à dire. Monsieur Dandimou, en 1999, Isaac Bénin a vu le jour. Aujourd'hui, 20 ans après, dites-nous si selon vous, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Ben, que voulez-vous que je vous dise avec les résultats que vous présentez aujourd'hui? Je ne sais pas, c'est de bons fruits hein, qu'on a là. Bon, bien sûr, il y a eu des hauts et des bas. Hein. Bon, moi, je n'étais plus là. Mais il y a eu un certain nombre d'années où le chapitre n'a pas fonctionné. Hein, je crois qu'il faut le dire. Il y a eu des années où, bon, parce que moi, j'ai eu la chance après de résider à New York. Et à New York, donc, où j'étais déjà dans le chapitre Internet, n'est-ce pas, de New York. Et il y avait des actions à mener au Bénin et effectivement, je n'avais pas de répondant. Et donc, ça, c'est des choses qui... Donc, j'étais désolé quand même de ça. Il y a ce problème-là. Mais je crois que fondamentalement, ce qui était important, c'est que le chapitre ait survécu. Je crois que le Bénin, au niveau, n'est-ce pas, quand on considère l'Afrique, le Bénin est quand même l'un des rares pays où le chapitre Internet a survécu et continue justement à réaliser un certain nombre de choses. Et je crois que c'est l'un des intervenants tout à l'heure qui posait sa question. Ou bien lorsqu'il avait la réponse, où la question, c'est pas... ISOC, n'est-ce pas, c'est une émanation de la société civile. D'accord? ISOC doit jouer un rôle, n'est-ce pas, d'aiguilleur, quelque part. Et c'est ça. Vous voyez, les pionniers de l'Internet ont toujours dit que l'Internet doit être pour tous. Comment on fait pour que l'Internet soit pour tous? Donc, ça a été vraiment une bonne bagarre. Je sais qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus complexe pour vous de pouvoir défendre cette histoire d'Internet pour tous. Mais je dirais oui, vous avez attaqué un certain nombre de choses. Moi, j'ai vu ce que vous avez présenté comme projet. J'ai vu dans l'histoire de l'Internet que vous avez relaté, vous avez fait un travail pour moi qui a des impacts ou des objectifs, je ne sais pas trop comment le dire. Vous avez fait d'abord un devoir de mémoire. C'est très important. Les gens pensent aujourd'hui, nous pensons aujourd'hui que bon, l'Internet c'est donné, bon, c'est WhatsApp, c'est tout ça là. Mais il y a eu du chemin. Vous savez, à un moment donné, nous n'avions même pas le principe d'envoyer un message, un email, et que celui qui est à l'autre bout reçoive instantanément, ce n'est pas quelque chose qu'on avait en tête. On avait des systèmes de store and forward. C'est-à-dire que la machine va regrouper toute votre messagerie, et c'est peut-être tard la nuit ou le lendemain qu'on va envoyer. Et donc, vous n'étiez pas sûr d'avoir, n'est-ce pas, de façon instantanée, le message que vous envoyez. Nous avons des systèmes FidoNet, on appelait FidoNet. C'était ridiculement lent. Vous voyez? Vous savez, tout le Bénin, ici, pendant beaucoup d'années, n'est-ce pas, on a partagé un Internet qui était à peine à 512 kilobits la seconde. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, comparé à tout ce qu'on a aujourd'hui comme capacité. Mais c'était quand même quelque chose qui a existé. Ouais, donc, c'est pour dire qu'il y a eu du chemin de fait, beaucoup de choses. Et moi, j'observe qu'il y a encore beaucoup de choses que vous pourriez faire en tant que jeune. On en parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. Oui. Mais ce n'est pas l'avenir. L'intelligence artificielle, c'est déjà là. La pratique est déjà là. Vous ne vous en rendez pas compte, mais petit à petit, vous allez voir. Et donc, pour moi, c'est des aspects que le chapitre, n'est-ce pas, doit pouvoir prendre en compte. Il y a beaucoup d'autres aspects. Aujourd'hui, on va parler souvent des données personnelles. Oui. On va parler un peu, bon, quelqu'un parle de l'aspect juridique de tout ça. L'Europe aujourd'hui, par exemple, a mis en place, n'est-ce pas, GDPR, bon, moi je dis ça en anglais, je ne sais plus trop comment on dit ça en français, mais c'est vraiment la réponse, par exemple, de l'Europe à ces grandes sociétés qui, justement, travaillent sur les données. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que ce soit Facebook, Google, tout ce que vous voulez, la base, le corps de métier de tout ce monde-là, c'est la donnée. Et c'est à partir de la donnée qu'ils sont tous enrichis. Donc l'Europe
soi-disant qu'il ne peut pas suivre. C'est normal, hein, structurellement, l'Europe ne peut pas suivre. Donc, les États-Unis, mais structurellement, ils ont des problèmes avec la Chine aussi, aujourd'hui. Tout ce monde-là est dans une grande bagarre. La question pour nous, c'est quoi la bagarre de l'Afrique dans tout ça? C'est ça la grande question. Mais dans tous les cas, la bagarre de l'Afrique, ce n'est pas que nous soyons tous autour de WhatsApp, que nous soyons tous Google, que nous ne pensions pas justement nous-mêmes à développer un certain nombre, n'est-ce pas, d'outils. Vous voyez? Aujourd'hui, quand vous allez en Chine, vous n'avez pas besoin d'aller sur Facebook. Hein. Vous allez sur un produit à eux-mêmes, qu'ils ont développé eux-mêmes. Donc, moi je pense que la bagarre, plus ou moins, enfin, si on peut parler de bagarre, la lutte au niveau de l'Afrique, ça va être de travailler pour que justement, au niveau africain, un certain nombre d'applications, souvent portées par des jeunes, puissent émerger. Et l'une de ces applications dont on parle aujourd'hui, c'est les moteurs de recherche. Rien n'empêche les Africains d'en avoir. Et nous, bon, là, parler de ICANN, l'Afrique aujourd'hui, c'est plus de 3000 langues. Et nous savons aujourd'hui qu'on peut mettre toutes les langues sur Internet. Et il s'agit seulement de générer les scripts qu'il faut. C'est-à-dire, si vous avez le script du Bariba, vous mettez sur Internet. Si vous avez le script du Dindi, vous voyez, du Goun, du Fon, tout ça est possible. Mais il faut travailler. Impliquer nos langues nationales dans le développement de l'Internet. Nous pouvons le faire. L'usage de l'Internet. Exact. Nous pouvons le faire. Par exemple, vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce que des gens comme Google et Facebook mettent de l'argent dans l'émergence, par exemple, du Wolof au Sénégal? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils mettent de l'argent, justement, dans l'émergence, n'est-ce pas, du Hausa? Bon, encore que les Nigérians, ils sont en train de faire un travail intéressant sur le Yoruba. Oui. Vous voyez? Pourquoi eux, avec tous les moyens qu'ils ont, sont en train de mettre au niveau de l'Afrique, justement, comment on appelle ça, un centre pour l'intelligence artificielle? C'est-à-dire, il faut qu'on se pose cette question-là. Pourquoi l'étranger vient mettre ça chez vous? Parce qu'il a perçu que le marché de demain, c'est vous autres. Vous comprenez? Et donc, jusqu'à quand on va être juste des consommateurs? Jusqu'à quand on doit être tout le temps en train d'aller sur WhatsApp sans comprendre? Parce qu'il y a un business model, enfin, un modèle de business, des affaires, un plan des affaires, derrière Facebook, derrière Google, qui permet à des gens, n'est-ce pas, de se faire de l'argent. Mais il faut qu'on se mette en tête qu'on peut se faire de l'argent sur Internet. Le message que je passe ici, c'est que Internet, ce n'est pas juste un gadget pour s'amuser. Internet, ce n'est pas juste parce que vous y allez, vous payez et puis ça s'arrête là. Mais vous pouvez aussi générer des ressources à partir de ça si vous vous organisez. Donc c'est de ça que je parle. Et donc, tout ce qu'on a comme start-up aujourd'hui, même le Bénin en a beaucoup, comment est-ce qu'on les pousse? Comment est-ce qu'on fait en sorte que nous puissions avoir des start-up, par exemple, du Bénin, qui demain peuvent se vendre à des milliards? Parce que ça se passe. Hein, on a beaucoup de cas où ça se passe comme ça. Comment est-ce que nous les accompagnons? Ils ne peuvent pas aller dans une banque, par exemple. Le jeune qui a des idées n'a pas de garantie. Mais comment est-ce qu'on l'accompagne? On sait comment ça se fait dans les autres pays, n'est-ce pas? Il y a eu des financements. Moi, je vois aujourd'hui pour l'Afrique un peu le système de ce qu'on appelle les business angels. Les business angels, c'est les anges des affaires. C'est des individus, mais qui ont de l'argent, qui ont des ressources, et qui peuvent justement accompagner les jeunes sans nécessairement que le jeune soit obligé de faire un dossier à la banque. Et ça marche. Bon, c'est vrai que nous, francophones, on a un autre problème. On veut être assistés. On veut que ça vienne par un projet. On veut que tel nous envoie ça. Mais nous avons en même temps des gens qui ont des ressources, qui sont riches. On a des milliardaires tranquilles ici. Hein, ils sont tranquilles. Parce que ici au Bénin, on dit, l'argent ne fait pas de bruit. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que ces gens-là soient confiants. S'ils sont en confiance, ils peuvent sortir vraiment les 10 millions, les 100 millions qu'il faut pour pousser un jeune. Mais ils n'ont pas de confiance. Et notre législation, par exemple, pour l'instant, n'encourage pas ce genre de choses. Ça veut dire que dans les pays où ça a marché, si vous êtes business angel, au niveau des impôts,
on prend les dispositions pour que vous bénéficiez d'un certain nombre d'impôts, enfin, que vous ne payez pas, vous voyez, les taxes. Et ça, c'est des incentives. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en fait, c'est des choses qui poussent l'individu à contribuer. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est que, voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'individu africain, tout ce que nous faisons, c'est que nous achetons. Les cartes SIM, nous ne fabriquons pas, n'est-ce pas? Ou bien, est-ce que vous fabriquez cartes SIM? Vous ne fabriquez pas. Donc, on est prêt à payer ces choses-là, et c'est d'autres, n'est-ce pas, qui en profitent. Donc, comment est-ce que nous sommes aussi des producteurs sur Internet? C'est ça un peu l'idée. On doit travailler là-dessus. Et moi, je pense qu'il y a des possibilités. Oui. Alors, développer nous-mêmes un certain nombre d'outils à l'image des Chinois qui aujourd'hui n'utilisent pas chez eux Facebook ou WhatsApp. Le marché de demain, c'est l'Afrique. C'est ce que les gens comme Mark Zuckerberg ont compris. C'est pour ça de plus en plus, ils investissent en Afrique, ils construisent des structures en Afrique, ils investissent dans le développement de certaines langues nationales qui prennent le pouvoir en Afrique, comme le Wolof ou le Swahili, encore le Yoruba au Nigeria. Nous devons comprendre qu'Internet n'est pas un gadget pour s'amuser, mais derrière cela, nous devons construire notre business. C'est, en quelques mots, pour en résumer ce que M. Pierre Pontinou recommande à l'Afrique, au gouvernement africain par rapport aux législations, afin qu'ils entrent dans la danse et encouragent les jeunes qui ont des startups, qui ont des idées, afin que ces idées se transforment en actions et en produits pour le développement de l'Afrique. Monsieur Dandinou, l'Internet de 1995 n'est pas celui de 2000, ni celui de 2010, encore moins de 2020, surtout avec les exigences et les transformations ici de la crise du coronavirus. Dans ce contexte, comment, selon vous, parvenir à réussir le challenge d'un Internet équitable, sécurisé et à moins de coûts pour tout le monde? Je vous remercie. Je crois que c'est une question d'importance. Que la grande question aujourd'hui, c'est comment rendre Internet, vous l'avez dit, sûr. C'est une bonne partie de ce que fait ICANN. C'est-à-dire que nous essayons de sécuriser quand même le DNS. Nous essayons de pousser les pays à sécuriser aussi leur destination. Par exemple, le Bénin, c'est un point BJ. On doit pouvoir sécuriser. Comment est-ce qu'on sécurise ça? Nous avons des outils pour le faire. Aujourd'hui, nous avons donc 54 CCTLD, c'est-à-dire les Country Codes Top Level Domain, c'est-à-dire le point BJ, le point CM, tout ça, point CG, tout ça, qui sont autant d'entités numériques qui, n'est-ce pas, appartiennent aux États. C'est-à-dire le Bénin, c'est point BJ. Mais il faut sécuriser au niveau du serveur racine pour que votre destination ne soit pas une destination à risque. Sur les 54 CCTLD qu'on a aujourd'hui, je ne sais pas, on a peut-être 9 ou une dizaine qui ont vraiment sécurisé leur domaine. Donc nous pensons que ça c'est primordial. Les gouvernants doivent prendre, n'est-ce pas, les décisions qu'il faut, les régulateurs doivent prendre les décisions qu'il faut pour que celui qui opère dans notre domaine puisse sécuriser ce domaine-là au niveau du serveur racine. Ouais, ça c'est déjà un premier problème. L'autre problème, la sécurité pour l'ensemble de nous autres, là, c'est faire en sorte que les frettes, je ne sais pas le bon mot en français, je ne sais pas, enfin, les menaces, hein. Oui, bon, il n'y a pas que le français. Hein. Les menaces, il faut qu'au niveau d'un pays, on puisse s'organiser justement pour faire face aux menaces. Hein. Il y a les CERT dans les différents pays, mais il y a aussi les utilisateurs que nous sommes. Vous voyez, heureusement, ça diminue, mais c'est que ça prend d'autres formes. Oui. Nous avons connu une période où les hackers sont là et les arnaqueurs sont là. Vous n'avez pas joué à la loto, mais on vous dit que vous avez joué et que vous avez gagné et que vous devez envoyer peut-être $50 pour commencer les démarches. Voilà. Et les gens envoient $50. Ça veut dire que vous-même, utilisateur qui envoie $50, vous êtes un problème. Vous n'avez pas joué. On dit que vous avez gagné. Et subitement, vous... Donc,
Donc ça veut dire que nous devons, nous-mêmes, enfin en tant qu'usagers, en tant qu'individus, nous devons déjà être conscients que la sécurité, c'est très important. On ne répond pas à n'importe quoi, n'est-ce pas? Maintenant, aujourd'hui, nous avons, et grâce à Dieu, un pays comme le Bénin a fait un effort, un pas terrible hein, avec tout ce qu'on fait aujourd'hui comme la modernisation de l'administration. Je crois que le Bénin a fait fort. J'ai beaucoup travaillé avec le Sénégal sur tout ce qui est e-service, tout ça. Et je vois que le Bénin a été très, très audacieux et a lancé beaucoup de e-services comme ça. C'est très bon. Maintenant, il faut encadrer tout ceci parce que c'est beaucoup de systèmes d'information. C'est la donnée qui est là. Donc, tout ça est central. Il faut pouvoir bâtir autour de tout ceci cette armature sécure pour que ces systèmes-là ne soient pas, n'est-ce pas, objet d'attaque. Donc, c'est très, très important à dire. Donc, c'est pour la sécurité. Alors, vous parlez de pourquoi est-ce que l'accès est cher en Afrique? Bon, souvent les gens disent que c'est cher au Bénin. Je ne sais pas. Il faut faire ce qu'on appelle un benchmarking. C'est-à-dire, est-ce qu'on a comparé le coût d'accès au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigeria? Parce qu'il faut déjà avoir une plateforme de comparaison. C'est peut-être pas, c'est pas parce que ça vous coûte la peau de la fesse, n'est-ce pas, pour payer ici au Bénin, que vous estimez que c'est plus cher au Bénin. Maintenant, moi je prends le problème peut-être de façon beaucoup plus holistique. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'en fait, l'accès à Internet est moins cher ailleurs? Un, les gens jouent sur le grand nombre pour fixer les prix. De deux, on a des mécanismes aujourd'hui qui permettent justement de réduire, n'est-ce pas, le temps de latence. J'imagine que la moitié ici, vous avez un compte Gmail, n'est-ce pas? La moitié, l'autre moitié a un compte Yahoo. Ou bien, combien ont un compte BJ ici? On peut lever la main. Combien ont une adresse électronique .bj? Monsieur Létidé a levé la main. Monsieur Létidé, il est le seul? Ah, deuxième. Vous voyez, c'est pas... Donc vous êtes tous sur .com. C'est ça, non? Vous savez dire que la logique que vous empruntez est très simple. Votre donnée, lorsque vous envoyez un message à quelqu'un, il va attaquer le .com qui est à l'extérieur, il va revenir à la personne. Vous comprenez? Donc vous êtes en train d'envoyer vos données, et c'est même grave si jamais, et c'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau africain, nous avons lutté pour que les gouvernants fassent tout pour avoir les noms de domaine de chez eux. J'ai souvent été reçu par des ministres qui me donnent leur business card là. Et puis tu vois, tu lis, bon ben, il est sur yahoo.com. Et puis tu lui expliques tout ça, mais monsieur le ministre, mais quand vous communiquez là, et puis yahoo.com, c'est pas bon. Parce qu'il n'y a pas de secret. Vos secrets, n'est-ce pas, ça part ailleurs et ça revient, c'est pas normal. Ouais, vous devez structurer votre nom de domaine local. Mais vous avez raison d'être sur .com. Hein? Personne ne dit de ne pas être sur .com. Puisque si je dois prendre un nom de domaine sur .com et que j'ai mon adresse, enfin non, j'ai ma carte de paiement, et que je peux le faire en 30 secondes ou en 2 minutes, je peux avoir un nom de domaine. Alors que si je demande un nom de domaine sous .bj, bon, je crois que ça a changé maintenant, je crois. Mais dans le temps, quand vous demandiez, ben, on vous fait remplir un formulaire et puis on vous dit revenez dans 2 mois. Et vous ne pouvez même pas payer avec votre carte. Vous comprenez? Ou alors vous allez, on dit oui mais bon, on a eu une panne. On a eu une panne d'électricité, on n'a pas pu traiter. Et donc les gens, ces raisons-là ont fait que beaucoup de gens sont restés sur les .com parce que ça leur paraissait plus sécure. Donc la sécurité se bâtit, il y a plusieurs domaines à ça, plusieurs paliers, n'est-ce pas, pour la sécurité. Et une fois qu'on a sécurisé, je pense que les gens viendront. Beaucoup ne vont pas sur nos .bj, nos .cm, parce qu'ils disent, oui, mais bon, les gens là, on ne sait pas comment ils gèrent les serveurs. Effectivement, on a eu des cas où les serveurs ne sont pas bien gérés, c'est-à-dire que la climatisation ne marchait plus, bon, parce que c'est une culture. Internet, c'est une culture aussi. Ouais. Donc, le problème de gestion aussi obère un peu notre façon d'y aller. Donc voilà, je crois que cher, oui, mais il y a des moyens, n'est-ce pas, de faire en sorte que ce ne soit pas, que ce soit abordable.
bon, il y a le travail, n'est-ce pas, de l'association des consommateurs. Oui. Très important. Mais une association de consommateurs qui ne soit pas juste là pour faire, comme dirait l'autre, du bavardage. Il faut étudier les cas. Je dis, si je n'ai pas un benchmark qui me démontre qu'au Bénin c'est plus cher, pourquoi je vais raconter tout le temps que c'est cher? Je dois faire un benchmark où je compare justement au niveau d'autres pays, au niveau du pouvoir d'achat, n'est-ce pas, des gens, mais au niveau aussi des infrastructures qui sont données, et c'est ça qui me permet de réagir. Vous savez, il ne faut pas répéter ça, mais je vais le dire. Lorsque... C'est intéressant parce que tout le temps, le Bénin est resté sous disons, une capacité réduite. Je ne sais plus, c'était 2000 mégabits par seconde, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a eu 2 années ou 3 années où l'accès à Internet, les capacités qu'on avait au niveau de Bénin Télécom ne se sont pas accrues. On est resté et statique. Donc tout le monde venait, mais on utilisait une seule, on appelle ça, une capacité, mais qui ne s'accroissait pas. Et donc, on a essayé de travailler au niveau de l'OPT et on s'est rendu compte que le problème qu'ils avaient, c'est que il y a 3 ans, lorsque les techniciens, n'est-ce pas, qui étaient au niveau du serveur BJ, ont fait leur doléance au niveau de la comptabilité, enfin au niveau des finances, pour qu'on leur donne les équipements. Bon, mais le financier, le comptable ne savait pas ce qu'ils appelaient un routeur. Vous voulez un routeur à 50 000 $, ou je ne sais pas combien, mais l'autre, ce n'était pas dans sa nomenclature. Donc, il a toujours mis ça de côté. Donc, pendant 2 ou 3 ans, on n'a pas pu, n'est-ce pas, accroître la capacité au niveau du Bénin, parce que justement, on n'a pas compris ce que c'était que le routeur. Donc, on n'a pas acquis le routeur pour les techniciens. Et, en tant qu'ISOC venait, on a mené cette enquête-là. La première des choses qu'on a eu à faire lorsque le nouveau ministre est arrivé, c'est fait partie des choses qu'on allait dire au ministre. Du fait vite pour qu'on puisse changer ce système, c'est pas normal. Soit former les comptables ou encore les... Voilà, mais ça c'est le rôle de plaidoyer que l'ISOC, n'est-ce pas, peut jouer. Mais on fait un plaidoyer parce qu'on a compris le mécanisme derrière. C'est parce que nous on comprenait ce qu'on fait avec le routeur, comment on peut gérer l'espace là. On est allé dire, mais voilà, on n'a pas la vitesse qu'il faut dans ce pays-là, c'est pas normal. Et on sait comment on le fait. Et on a démontré aux gens que non, on doit pouvoir le faire. Et ça a été fait, vous voyez. Donc, sécuriser les noms de domaine au niveau des serveurs racines. S'organiser au niveau des pays, des gouvernants, pour faire face aux différentes menaces en ligne. Monsieur Dondieu ne va pas manquer de féliciter le Bénin pour l'initiative des e-services appréciés dans le monde. Et il faut aussi structurer le nom de domaine local. Monsieur Dondieu, revenons à l'exemple Bénin qui vient de lancer le livre qui retrace l'histoire de Internet au Bénin depuis 1992 à 2020. Si je ne trahis personne, 5000 exemplaires ont été tirés et qui seront distribués gratuitement. Selon vous, que représente cette œuvre pour le Bénin et les générations qui se succèdent? Ben, non, je crois que il n'y a pas de doute là-dessus. Je crois que c'est une œuvre utile. Nous-mêmes, on essaye d'écrire l'histoire de l'Internet en Afrique. Je peux vous garantir que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour la collecte des données. Ce n'est pas facile pour que les gens se mettent disponibles, soit pour travailler avec tout ça. Pour les enquêtes. Pour les enquêtes surtout. Et il faut avoir vraiment le courage de faire cette enquête-là. Il faut avoir le temps de le faire. Et ça, franchement, je pense que vous avez fait vraiment œuvre utile. Alors, c'est utile aussi pour la jeunesse. Parce que c'est dangereux de voir les choses et de se dire, bon, mais derrière, il n'y a pas une histoire. Derrière WhatsApp, il y a une histoire. Comprenez?
Vous allez aux États-Unis, vous avez le musée de l'Internet. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le musée de l'Internet. D'ailleurs, au passage, il faut qu'on ait des musées de ces choses-là. Peut-être que c'est un projet pour vous. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas comment ça a été fait, si vous ne discutez pas peut-être avec les gens qui à un moment donné ont été là, parce que l'histoire les a placés là, hein? Quand on vous explique comment Internet est arrivé, si vous n'allez pas à cette source-là, il y a quelque chose qui manque. Vous voyez? Donc, ce que vous avez fait, que moi j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est le devoir de mémoire. C'est-à-dire, au moins, sur les 20 dernières années, on voit ce qui s'est passé. On voit la progression. Mais aussi, c'est un outil de recherche, quelque part. Donc, c'est pour vous dire que ce que vous avez fait comme ouvrage, je crois que c'est très important pour la recherche. Bien sûr, j'ai vu que vous avez fait aussi un travail de didacticiel, je ne sais pas trop. J'ai vu que vous avez parcouru la naissance de l'Internet, la technologie, vous avez fait aussi un volet technologique, que les gens peuvent apprendre beaucoup de choses là-dessus. Ce n'est pas trop technique, mais ça explique des choses. J'ai trouvé ça très très bien. Mais vous avez fait un travail aussi intéressant, c'est que vous êtes intéressé à ce que pense l'usager béninois de l'Internet. Vous voyez, ça c'est important. C'est-à-dire, qu'est-ce que les Béninois pensent de l'Internet? C'est quoi les impacts de l'Internet? Bien sûr, j'aurais voulu un peu plus de... On aurait pu penser, surtout que le Bénin aujourd'hui fait partie de la dizaine de pays au niveau africain qui vraiment ont pris cette affaire à bras le corps. C'est-à-dire, ce n'est pas juste les discours, ce n'est pas juste les études. Parce que Dieu sait, les études, on en fait en Afrique. Moi, j'ai fait beaucoup d'études en tant que PNUD, mais c'est dans les shelves, on a mis ça dans l'élévage. Mais peu de pays sont sortis avec les moyens pour dire, nous voulons mettre ça en place. Donc, vous avez pu, n'est-ce pas, dire ça. Alors, l'avenir. L'avenir de ça. Tout ce qu'on peut faire autour de l'intelligence artificielle, pour moi, c'est très important. Tout ce qui concernait justement la donnée, parce que la donnée, la data constitue vraiment un élément clé, et tout ce qui concerne le business autour de ça. Vous voyez, j'aurais voulu beaucoup plus de savoir. Par exemple, comment survivent nos fournisseurs d'accès Internet aujourd'hui? Comment ils font? Et puis la grande question, c'est, est-ce qu'on peut être seulement fournisseur d'accès Internet aujourd'hui? Et donc, est-ce qu'on peut aller au-delà? Et surtout, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui où les grands groupes d'opérateurs, n'est-ce pas, peuvent acquérir facilement un ISP, on les a vus tous rentrer dans la provision, n'est-ce pas, des services Internet, alors qu'ils étaient là davantage comme opérateurs. Mais tout ça, c'est de l'intégration au niveau du marché. Vous voyez, vous ne pouvez pas tout dire, mais c'est des choses qui sont très importantes pour l'avenir. Voilà. Vous avez ouvert quelques pistes pour le prochain bureau qui s'installe, qui est déjà là, qui va être installé officiellement après ce plateau. Justement, ces jeunes qui aujourd'hui vont gérer ou diriger le bureau du chapitre Bénin Internet Society, ils vont sûrement, peut-être sans micro et caméra, venir vers vous pour prendre quelques conseils, savoir un peu comment mieux approfondir, par exemple, ces orientations que vous venez de leur donner. Que leur diriez-vous en tant que personne physique et morale, afin de réussir mieux ce que le chapitre précédent a fait? Non, bon, moi je dirais seulement, enfin, ce que je répète souvent, je crois qu'il faut y croire. Il faut d'abord y croire. Il faut d'abord y croire. L'histoire montre que tous ceux qui ont réussi y ont cru. Internet nous le montre tout le temps. Et souvent, c'est les jeunes, c'est les jeunes qui ont eu l'idée au départ. Et ils y ont cru. Et puis, les gens ont cru en eux et ont investi en eux. Souvent, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, aujourd'hui, au niveau du Bénin, moi, ce que je peux dire, moi, je ne suis qu'un observateur, ce que je peux dire, c'est qu'il y a du potentiel. On est tous d'accord qu'il y a du potentiel. Il faut démontrer que vous pouvez.
Mais ce que je dis aussi, c'est qu'il faut poser les actes qui... il y a un sérieux. Moi, je parle beaucoup avec les start-upers du Bénin parce que je suis aussi quelque part acteur. Hein, je suis acteur quelque part dans les start-up, c'est-à-dire que ici aussi et puis en Afrique aussi, je mets un peu d'argent quand j'en ai dans ce truc-là. Bon, c'est pas une raison pour venir me voir tout le temps. Mais il faut être sérieux. C'est-à-dire qu'on a des cas où les financements ont été trouvés, mais que les résultats n'ont pas été là, et que le sérieux que l'on souhaitait n'était pas là. Donc c'est ça qui fait que de plus en plus maintenant, les documents, parce qu'on a des documents pour apprécier, on appelle ça les business plans des gens, on essaie de corser ces documents-là. Donc on a remarqué qu'il y a un sérieux qu'il faut avoir. Et monsieur, le porteur d'idée, le jeune qui porte son idée, il n'est pas un entrepreneur. Est-ce que vous êtes demandé comme ça? Est-ce que c'est parce que vous êtes porteur d'idée que vous êtes entrepreneur? C'est pas évident. Il y en a qui sont entrepreneurs peut-être. Mais il y en a qui ont besoin d'acquérir les bases de l'entrepreneuriat. Donc, moi, ce que je pense de vous, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste, les startups, ce n'est pas juste de l'argent. On peut vous trouver 100 millions de francs, mais que vous allez gagner en achetant une voiture de dernière génération, voilà. Donc, comment est-ce que vous gérez tout ça? C'est là où l'accompagnement intervient. Donc, ce que moi je peux souhaiter, c'est que l'accompagnement des startups aille au-delà du financement de leur projet pour les encadrer. Cela veut dire que nous avons mis en place un certain nombre d'institutions qui marchent un peu partout ailleurs, qui permettent de donner aux jeunes entrepreneurs une certaine base, que ce soit au niveau du marketing, de la comptabilité, de la gestion de son entreprise. On peut aujourd'hui que on a sur, je ne sais pas, sur 10 Africains qui sont start-upers, nous savons que 7 ou 8 meurent très vite. Je ne sais pas pour vous décourager, mais c'est les chiffres qui sont là, même ici au niveau du Bénin. Est-ce qu'on en connaît des raisons? Bon, les raisons, c'est ça ce que je veux dire. La méconnaissance du marché. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'applications. On va faire une étude du marché. Cette application que moi je par exemple, je fais une application pour délivrer des produits aux gens. Ils vont sur ma plateforme et ils commandent le produit. Mais vous n'avez pas bien réfléchi pour voir la livraison, comment ça va se faire. Le zème qui va livrer, vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas discuté de combien il va prendre. C'est des détails comme ça. Vous multipliez par 1000. Et les jeunes se rendent compte, mais en fait, ils payent de l'argent. Parce qu'au départ, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir à tout ça. Il y a beaucoup d'aspects qui sont communs. Bon, il y a aussi les jeunes qui ne viennent pas entrepreneurs, ils veulent réussir là, tout de suite. Il investit le 1er janvier, le 9 février, il veut être déjà riche. Oui, en 2 mois, c'est pas normal. Donc, il y a tout ça, il y a tous ces aspects. Mais il y en a qui réussissent. On a vu, comme j'ai dit, sur 10, nous avons 2 ou 3 qui réussissent. On a vu dans Kenya, en Afrique du Sud aussi, aussi au Nigeria, des jeunes qui sont sortis, qui ont eu des millions, c'est pas, qui ont été achetés. Donc ça se passe. Je ne dis pas que ça ne se passe pas, mais il faut être réaliste. Il faut y croire que c'est mieux que le long haleine. Mais c'est. S'entourer, il faut s'entourer, voilà, et c'est pour ça que on appelle l'administration, les directeurs et d'autres, c'est qu'ils puissent travailler sur mais comment on accompagne ces choses-là. Ils ont des idées. Et d'ailleurs, le Bénin gagne régulièrement dans les compétitions. Mais la compétition, c'est $5 000, c'est $10 000, ça ne vous amène pas grand-chose. Comment
faire le scale-up? Comment est-ce que, à partir de mon start-up que j'ai démarré, quelles sont les étapes que je gravis pour que j'ai quelque chose qui soit scale-up? C'est-à-dire une entreprise qui produit, qui génère des ressources et crée de l'emploi. C'est des réflexions comme ça qu'on va mener. Moi, c'est ce que je dirais, moi. Bon, le reste, ça c'est investir justement dans les talents, dans les ressources. Nous avons des centres qui sont créés. BMSP, les mathématiques, le DAMPO, et d'autres, je pense que on va investir dans cette affaire-là. Parce que l'intelligence artificielle, ça va dépendre de ça. Les mathématiques, c'est créé pour ça. Et on a là des mathématiciens, mais il en faut encore plus. Ça, un pays comme le Bénin, qui n'a pas un marché, on n'a pas un marché, on va vous tromper, on a fait 10 millions. Mais on peut faire plus que ça. On peut devenir justement cette plateforme où nous avons des talents qui peuvent servir les autres. Donc, investir dans ça, pour moi, c'est fondamental. Monsieur Dinou, c'est sûr que nous ne sommes que des jeunes ici dans la salle. Il y a ces conseils précieux que certains sûrement ont notés ou enregistrés. Nous vous remercions de cela. Mais justement, dans ces jeunes-là, nous avons des femmes qui sont ici, qui sont là ce matin et qui sont en ligne, qui nous suivent. Les femmes dans l'écosystème Internet au Bénin, en Afrique, il y en a qui sont très engagées et qui sont des leaders véritables pour les autres. Et en pole position, nous avons par exemple Madame Neina de la World Wide Web Foundation. À part elle, on voit d'autres, mais elles ne sont pas nombreuses, présentes, elles ne s'affichent pas ou ne sont pas intéressées par tout ce qui est vraiment Internet et technicité autour de l'Internet. Quelles seraient vos recommandations pour la jeune femme qui a 18 ans aujourd'hui, afin de lui montrer que Internet c'est une opportunité? Nous en avons besoin. Des nanas, Nena, tout ça. C'est pour faire du plaidoyer. Nena fait du plaidoyer. Je connais Nena depuis des années et Dieu sait que je l'ai aidé pour poursuivre. C'est du plaidoyer du genre, bon ben il faut Internet, il faut que ce soit moins cher, il faut, oui. Mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait concrètement? Comment on amène les gouvernements à vous suivre pour que dans un dialogue, n'est-ce pas, je sais pas, qu'on puisse faire la chose? C'est-à-dire ce que j'essaie de dire ici, ça me ferait mal d'avoir les femmes qui sont à côté, qui ne font que du plaidoyer. Il faut ça, oui, mais comment on le fait? L'État, c'est qui? L'État a besoin de compétences. Je préfère avoir des femmes compétentes qui puissent justement aider l'État. Je l'ai dit à Nana, Nena là, et puis se fâche contre moi, mais je dis, moi, avec le temps, j'ai mûri, je pense qu'il faut qu'on fasse. Donc, je préfère des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat numérique et qui peuvent tirer d'autres. Et Dieu sait qu'il y en a. Vous voyez? L'autre chose que je voudrais dire, il ne faut pas singulariser les femmes. Vous voyez? Je suis persuadé que les femmes, quand elles ont leurs atouts, elles vont réussir. Seulement, il faut effectivement, et beaucoup le font, mettre en place des programmes spécifiques qui fassent en faveur des femmes. C'est-à-dire qu'on peut parler de discrimination positive. Oui. C'est-à-dire, j'ai un fonds d'appui, n'est-ce pas, aux start-up. Bon, sur les dossiers, j'ai dit, bon, j'en prends 10, c'est vrai, mais il faut 4 femmes. Je suis sur les hommes. Voilà. C'est-à-dire que ces décisions-là, me semble-t-il, pour moi, c'est réaliste et ça donne plus de chance, n'est-ce pas, aux femmes, si c'est de ça qu'on veut. Mais je veux dire que moi, au niveau de ce qu'on rend, ben, je ne fais pas de différence. C'est-à-dire la femme, elle va performer autant qu'un homme, de toute façon, quelque part. Et il faut que la femme ait ça en tête. Il ne faut pas se dire que, bon, ben, je suis femme, donc on va fermer les yeux. Alors, les discussions basiques relatives à la tradition, où on parle de femme au foyer, de femme mère qui n'a pas de temps autant que l'homme, de femme qui est appelée à servir par son mari et non le pays, de femme qui ne peut pas rêver autant ou plus que le mari. Ces discussions-là n'ont pas lieu d'être, selon vous? Ah si.
Mais cette discussion-là ne doit pas bloquer une femme. La femme qui y croit, Harris Kamala, celle qui est maintenant la vice-présidente des États-Unis, elle ne sait pas. C'est pas parce que les gens disent que tu dois être femme au foyer qu'elle est restée au foyer. Il faut se battre. Si vous y croyez, si vous pensez que c'est votre mari qui est votre Dieu, restez avec. Mais si vous arrivez à démontrer à votre mari que si vous êtes sorti dans l'entrepreneuriat, que vous contribuez aussi, parce que c'est ça aussi le grand problème. Moi j'ai vécu dans des pays, bon, je ne vais pas citer parce que je ne sais pas s'il y a des nationalités ou pas. J'ai vécu dans des pays où la femme là pour matches, enfin pour les allumettes là, elle attend que son mari revienne du boulot. Elle attend que son mari revienne du boulot pour aller acheter des allumettes. Et donc, vous voyez, donc le débat ne peut pas être à ce niveau, d'après moi. Le débat doit être à un niveau où la femme contribue, bien sûr. Effectivement, ça veut dire que si elle contribue autant que l'homme, les travaux, tout ça de maison, on revoit tout ça. Il y a des hommes qui sont de bons cuisiniers. On les compte du poulet, toi. Oui, parce que notre tradition, on dit, ah, mais pourquoi tu prépares la femme? C'est elle qui doit te préparer. Ça, c'est un autre débat. Ou bien quand les gens sont en Europe, l'homme, le garçon, il a bien les slip de sa femme. Mais il vient en Afrique, là, si jamais la grand-mère vient le voir en train de laver, il est foutu. Donc, ça, c'est notre culture peut-être qui amène ça. Mais ça, c'est des choses qui vont disparaître. Mais pour moi, ce n'est pas le centre du débat. Le centre du débat, c'est que la femme se dise, mais moi, je peux faire. Et on sait que la femme fera même mieux fondu que les hommes, et que j'y vais. Mais en même temps, il y a l'équilibre qui est là. J'ai un ménage. Et c'est à moi de savoir comment gérer ça. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment... Le débat ne doit pas être centré là. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'échange. Avant la phase de questions-réponses, j'espère qu'il y en aura assez pour M. Dangino. Une dernière question. Aujourd'hui, pour favoriser le développement véritable de l'Internet au Bénin, en Afrique, et aider vraiment les générations, surtout jeunes, qui viennent à s'impliquer, est-ce qu'il faut par exemple créer des écoles spéciales? L'Université d'Afrique, par exemple, et là, c'est vrai qu'on a l'IFRI qui est créé depuis quelques années et d'autres écoles thématiques, mais est-ce suffisant? Au niveau des gouvernants, quelles sont, par exemple, les structures qu'il faut mettre en place et justement leur intégration doit être à moindre coût pour permettre à toutes les couches sociales de rêver un peu et de se dire que Internet, c'est aujourd'hui et demain? Bon, en fait, c'est une question vaste, mais en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout fait pour avoir les talents, les compétences qu'il faut, pour moi, c'est clé, c'est central. Et donc, plus on arrive à investir dans la promotion des talents, et quand je dis talent, c'est très simple. Vous voyez, de temps en temps, je donne un exemple, de temps en temps, nous apprenons que le câble sous-marin, n'est-ce pas, a été saboté, ou bien le câble sous-marin est coupé, tout ça. Et la grande question, c'est, mais qui est-ce qui répare ça? Ceux qui réparent, c'est les grands câbleaux opérateurs. C'est-à-dire, c'est les Américains, c'est les Européens. Et Dieu sait qu'il y a du travail là. Mais vous n'allez pas voir les Africains intervenir parce qu'on n'a pas de spécialistes là-dedans. Et il y a beaucoup de domaines où vous sentez que on n'a pas les talents, on n'a pas les compétences qu'il faut. Donc je crois qu'il faut y aller. En tout cas, le Bénin a créé une école de la fibre optique. C'est intéressant. Je n'ai pas encore vu les détails, mais c'est intéressant parce que dès lors que vous êtes en train de couvrir le pays, n'est-ce pas, en fibre optique, de faire une sorte de maillage du pays, mais il y a des métiers qui vont avec ça. Vous n'allez pas attendre parce que vous avez une femme quelque part qu'un câbleau opérateur vienne de l'extérieur pour vous. Donc pour moi, c'est logique, n'est-ce pas, de créer ces choses-là. Donc moi, je n'ai pas de problème avec. Au contraire, je pense qu'il faut. Il y a tout le côté développeur. Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui sont devenus développeurs juste en allant sur Internet, n'est-ce pas? Il faut conforter les compétences. Il
faut avoir une formation qu'il faut. Donc, il faut justement des gens qui sachent vraiment travailler sur les côtes. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça au hasard et puis bon. Non, il faut aller jusqu'au bout. Et vous êtes talent, vous avez l'ingénierie, n'est-ce pas, du code. Il faut former des gens pour ça, ou encore encourager des gens pour ça. Mais ça existe. Hein. Moi, j'ai vu déjà des jeunes au Bénin qui travaillent avec une bonne quinzaine de développeurs. Mais la grande question, c'est que est-ce qu'on a une école vraiment pour ça? Donc, il faut qu'on arrête maintenant de l'amateurisme dans ce là pour vraiment créer des centres de compétences où on forme les gens qu'il faut. Donc, moi, je dirais ça. Ça veut dire que s'il y avait des dispositions à prendre pour un pays comme le nôtre, c'est déjà la formation. Parce que, qu'on le veuille ou non, je dis toujours, nous n'avons pas le marché, mais nous avons les hommes. Notre marché, c'est 10 millions. Hein. Mais nous pouvons tabler davantage sur les compétences. Et que si on a les compétences, ben, ce n'est pas juste pour travailler au Bénin, c'est pour travailler ailleurs. Donc pour moi, la formation est tout à fait clé. Bon, bien sûr, il y a tout ce qu'il y a comme application qui naissent aujourd'hui. Il y a aussi le fait que nous devons travailler dans le cadre, n'est-ce pas, du type sous-régional, CFTI, là, je ne sais pas en français ce que c'est, mais c'est la confédération, on appelle le commerce transfrontalier. C'est une structure que l'Union africaine a mis en place aujourd'hui et qui, en principe, doit vraiment aider les pays, soit dans le commerce. Donc, il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Travailler en se disant, je n'ai pas que le Bénin en tête, j'ai les autres pays, n'est-ce pas, en tête, et que mon marché traverse ça. Nous avons de bons intégrateurs, par exemple, au niveau du Bénin, en ce qui concerne le paiement électronique. On a de bons projets ici au Bénin. Combien de jeunes qui ont mis en place ces applications-là, combien d'entre eux visent l'extérieur, le marché extérieur? Vous voyez, une fois qu'on a travaillé avec EcoBank ou bien d'autres banques, pour ne pas les nommer ici, est-ce qu'on a vu de l'autre côté, comment est-ce que son application peut servir aussi aux Nigérians? Vous voyez, c'est-à-dire comment grandir. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une largesse de vue et ne pas se cantonner à ce qu'on a fait qui marche au niveau local. Donc c'est un peu ce genre c'est ça que je dirais dans les ingrédients au niveau de la réussite au Bénin. Viser le marché extérieur lorsqu'on est entrepreneur, développeur, qu'on s'investit dans l'écosystème de l'Internet au Bénin et en Afrique. C'est un peu les derniers mots que vient de prononcer M. Kia Pondino et qui ouvre la phase des questions-réponses.